Bonjour à toi et bienvenue dans cette série d'interviews. Je m'appelle Marie, je suis préparatrice mentale et je te propose de plonger dans l'histoire de sportifs qui ont fait face à l'adversité des blessures. Ensemble, découvrons comment ils ont transformé ces obstacles en opportunités de croissance. Leurs récits sont une source de motivation pour quiconque traverse des moments difficiles. Ici, derrière chaque blessure se cache une histoire de résilience et de détermination. La première question, c'est est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous parler finalement de ton parcours sportif? Oui. Je m'appelle Géraldine, j'ai 27 ans, je suis ostéopathe, j'ai fait mes études à Bordeaux et je fais du sport depuis toute petite. Je me suis lancée dans la course à pied et le trail il y a 2 ans de ça, suite à une compétition que j'ai faite, c'est le Half Marathon des Sables qui m'a vraiment bouleversée et qui m'a donné d'aller encore plus loin dans ce type de défi sportif. Trop bien. Donc c'est presque finalement un moment clé. Alors j'ai le mot carrière qui me vient en tête, mais en tant que sportive, finalement, c'est le moment clé qui a déclenché ta pratique aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ouais. Après, comme je t'ai dit, j'ai été habituée à faire du sport depuis toute petite. J'ai fait plein de sports différents, du rugby, du golf, du ski, un peu de hand et tout ça. Et c'est vrai que la course à pied, il y a 2 ans, ça m'a bouleversée autrement. Je pense que j'arrivais à un moment dans ma vie où j'avais besoin d'autre chose. Et je sais pas, ça m'a aidé à trouver ce que je cherchais à ce moment-là, je pense. Est-ce que c'est une course que tu aimerais refaire? Ou c'est une course qu'on fait une fois dans sa vie, ça seulement? Oui, non, je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut revenir, ouais. Ok. Ouais. En fait, tout l'esprit et puis la façon dont le défi sportif est monté, c'est vraiment chouette, quoi. On va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Tu te doutes, Ouais. si je te dis blessure, qu'est-ce que cela évoque pour toi? Et à la fois émotionnellement et physiquement. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter ta pire blessure? Oui. Alors, blessure, ça évoque un moment pas très cool cet hiver. Pendant une sortie en ski, en fait, j'ai fait des saisons là, cet hiver. Et sur mes temps libres, j'allais skier, forcément. Et un jour, il faisait grand beau, la journée était parfaite et je suis partie en hors-piste avec un copain. Et sur la fin d'un hors-piste, j'ai le genou qui lâche. Donc, avec le claquement que ça a fait, je comprends rapidement que c'est les croisés. Mais le premier sentiment que j'ai, c'est que je suis dans le déni, en fait, total. Parce que, en étant un peu dans le médical, dans le soin, je sais ce que ça veut dire. Les croisés, j'en entends aussi parler depuis quelques temps parce que c'est la blessure, c'est la pire blessure pour les rugbyman. C'est aussi une blessure très fréquente chez les skieurs. Et donc voilà, je sais ce qui m'attend, je sais un peu par quelle étape je vais devoir passer. Et en fait, c'est un très gros coup au moral, là, sur le moment. Ouais. Donc au début, en fait, le premier sentiment qui me vient, c'est la frustration. En fait, j'ai été habituée à une certaine routine. Et d'un seul coup, je sais que ça va s'arrêter, ça va prendre plus de temps que prévu. Donc la frustration de ne pas pouvoir faire le sport que j'aime. Là, sur le moment, c'est le ski, mais je pense aussi à la course à pied parce que voilà, j'avais des courses de prévues. Et donc, oui, ça a été très dur à gérer. Quand tu parles de routine, c'est de routine d'entraînement, tu veux dire? Oui. Ta façon de t'entraîner voilà, quotidiennement. Ouais. Ok.
Ouais. Et donc oui, c'est hyper déstabilisant et on se sent impuissant en fait sur le moment. Ok. Après, j'ai dû apprendre à être patiente et à ne pas me juger sur mon incapacité temporaire à pratiquer mon sport. Après, il y a eu aussi forcément de la déception parce que par rapport à l'avenir, en fait, on sait pas si on va réussir à retrouver notre niveau d'avant, si je vais pouvoir retrouver mon rythme, le rythme auquel je m'étais habituée. Et donc ça aussi, c'est lourd à porter. Après, il y a eu aussi un peu d'anxiété dans le sens où, ouais, en fait, j'avais peur que ça me casse totalement dans la progression finalement à laquelle j'étais destinée en quelque sorte. Et puis sans doute aussi un peu d'incertitude parce qu'on ne sait pas en fait quand est-ce qu'on va pouvoir revenir à notre niveau. Oui. Et donc à ce moment-là, on peut rentrer dans du surentraînement en fait. Voilà. Donc ça, je pense que ouais, c'est les émotions, c'est les principales émotions que j'ai pu vivre dans un premier temps. Ouais. Concernant les causes de ta blessure, tu dis bon ben voilà, tu étais en train de pratiquer du ski, tu faisais du hors-piste. Est-ce que cette blessure finalement, tu pensais la vivre un jour? Est-ce que la période actuelle, peut-être que tu étais dans une période où justement tu faisais beaucoup de sport, est-ce qu'il pouvait y avoir peut-être une espèce de fatigue et qui fait qu'à un moment donné ça lâche? Ou est-ce que tu penses que c'est vraiment la fois t'as pas de chance, voilà, ça s'est trouvé à ce moment-là, tu faisais du hors-piste, ça s'est pété et... Je pense qu'il y a un peu des deux en fait. Effectivement, cet hiver, j'avais un rythme hyper intense dans le sens où faire les saisons, ça demande beaucoup d'implication, beaucoup on doit être en forme tout le temps parce qu'on a un job à assurer. Et en fait, en tant qu'ostéopathe, on a, en fait, il faut voir du monde pour gagner de l'argent. Donc, on peut pas se permettre, tu vois, de trop relâcher. Et donc oui, en fait, donc il y avait le travail, mais il y a eu aussi l'entraînement parce que j'étais dans mon univers, dans les montagnes, donc j'avais envie de sortir tout le temps, enfin du moins tout le temps quand j'avais des moments de libre, pour faire du ski de rando, du ski, m'entraîner pour le trail, et puis parce que j'avais une grosse course en vue à la fin de l'été, qui était la TDS, qui est une course de l'UTMB, qui fait partie de l'UTMB, et qui fait 145 km avec un peu plus de 9000 mètres de dénivelé positif. Et donc j'avais un peu construit mon entraînement pour cette course. Et voilà, donc en fait, tout ça, plus... Effectivement, je pense qu'il y a eu un peu la faute à pas de chance. C'est arrivé sur un moment où il y avait peut-être un peu trop de confiance de ma part, tu vois. Parce que du ski, j'en fais depuis que j'ai 2 ans et demi et que, en fait, pour moi, c'est acquis, tu vois. C'est vrai que j'étais pas tellement habituée à faire du hors-piste jusqu'à cet hiver. Mais je me suis pas inquiétée plus que ça. J'ai pas fait plus attention que sur des sorties en ski de piste comme je peux en faire habituellement. Ok. Et je sais pas si je réponds bien à ta question. Tu as répondu à ma question. Ok. Si. Et au niveau, tu disais, finalement que tu avais construit ton entraînement pour cet objectif sur ta course de 145 km. C'est quelque chose que tu construis seul ou tu te fais accompagner par un prépa physique qui t'aide justement peut-être à optimiser au maximum ta prépa pour prendre en compte aussi justement des petits pépins comme ça qui est vraiment adapté, calqué finalement à ton quotidien Non, en fait, j'ai été accompagnée par un copain qui fait aussi des ultra trail et qui a un diplôme dans la préparation physique. Ouais.
Et en fait, ben, c'est lui qui m'a aussi accompagnée pour mon premier ultra, la Maxi Race. Bah, et donc là, voilà, on continue cette préparation, mais j'étais dans une phase où on savait que l'hiver, en fait, allait être très chargé d'un point de vue travail. Et du coup, on avait un peu relâché, tu vois, la prépa entraînement. Donc, il m'avait dit, ben, en fait, fais ce que tu as envie de faire. Et finalement, ben, mon entraînement, je sais qu'il s'est aussi construit un peu comme ça, tu vois, tout cet hiver, parce que c'était aussi en fonction de mes moments de dispo, de ma forme aussi. Et donc, tu vois, ça pouvait être des sorties en ski de rando, juste d'aller passer quelques heures sur les pistes à faire voilà, du ski alpin, ou alors d'aller un peu courir dans les sentiers. Enfin voilà, à ce moment-là, c'était vraiment basé sur ce que j'avais envie de faire à l'instant T. Oui. Ok. Tu m'as parlé effectivement de l'impact de la blessure sur ton quotidien en tant que sportive, mais de façon plus large, dans ta vie en général, quel impact elle a eu la blessure? Bah, ça m'a quand même bien impacté mentalement. Donc dans un premier temps, je t'ai parlé de la frustration. Ça, pour moi, ça a été vraiment le plus compliqué à gérer parce que ça remettait vraiment tout en question. T'arriverais à définir combien de temps elle a duré un peu, cette période de frustration? Alors, pas si longtemps que ça, en post-rupture, parce qu'en fait, 2 jours avant l'accident, j'ai pris un billet pour le Népal sur un coup de tête. Et donc, je suis partie au Népal en début mai. J'avais prévu de faire un trek là-bas. Et donc, la rupture est arrivée début mars. Donc, j'avais mars, avril, mai, j'avais 2 mois pour être au meilleur niveau de ma forme avec un ligament croisé rompu, quoi. Donc en fait, j'ai envie de te dire que cette période-là de frustration, elle a duré 2-3 semaines. Ce qui, à ce moment-là, me paraît énorme déjà. Parce que j'étais rentrée, comme je t'ai dit, dans une routine où je faisais du sport sur mes moments de dispo. Mais en fait, à ce moment-là, le sport, c'est pas que pour la course que je m'entraîne. C'est pas, enfin, tu vois, ça a une autre visée. En fait, ça me permet tout simplement de relâcher la pression aussi au niveau du travail. Et donc oui, à ce moment-là, la période de frustration, elle dure 2-3 semaines parce qu'en fait, j'ai envie de partir au Népal, j'ai envie de faire le trek et j'ai surtout envie de pas subir cette blessure, en fait. Donc j'ai tout mis en œuvre pour faire en sorte de récupérer un niveau convenable pour le trek 2 mois après. Tu te blesses en mars. Quand tu pars au Népal, tu t'étais faite opérer ou t'as fait l'opération après? Non, je me suis pas faite opérer avant le Népal. Je crois que j'ai mis 2 semaines avant de me faire suivre par un kiné, donc en station. Donc j'avais le suivi kiné et puis en fait à côté, moi je me suis aussi dit il faut que je continue à bouger parce que dans mon métier je sais que le mouvement, c'est la santé et que si j'ai envie d'aller mieux, il faut que je continue à bouger, mais raisonnablement. Donc ça aussi, ça n'a pas été très simple parce que je ne sais pas vraiment faire les choses raisonnablement. Et voilà, et en fait, donc, j'ai décidé de ne pas me faire opérer avant le Népal parce que, en fait, qui dit opération dit bien 1 mois et demi déjà pour pouvoir remarcher convenablement. Donc là, c'était pas envisageable à ce moment-là. Donc renfo au max. Et alors par contre, j'avais prévu l'opération début juin quand je rentrais du Népal. Et d'avoir organisé ça dans ce sens-là, c'était bien aussi parce que je savais que j'allais pouvoir donc profiter de la fin de ma saison au mieux, que j'allais aussi pouvoir partir au Népal et arriver le jour de l'opération où j'allais être bien physiquement et mentalement parce que à ce moment-là, il n'y avait pas de... Enfin voilà, je vais faire une croix sur la course fin août. Mais par contre, j'aurais quand même accompli des défis sportifs. Là, c'est les semaines précédentes. Oui. Et c'est rigolo parce que finalement,
ce voyage, il a été organisé, comme tu dis, tu as pris les billets juste avant l'accident. Ouais. Est-ce que tu penses, là, avec du recul, que s'il n'y avait pas eu ce voyage au Népal, peut-être que tu aurais vécu plus difficilement cette blessure? Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr, parce que, en fait, alors j'ai pas pour habitude de broyer Ouais, de te lamenter. Voilà, ouais. Mais, en fait, les croisés, c'est pas rien. Et c'est une blessure qui est quand même très compliquée à accepter sur le moment. Et si j'avais pas eu le Népal, qui, donc, pour moi, constituait quand même un défi sportif, soit j'aurais trouvé quelque chose à faire, soit s'il n'y avait rien eu, je pense que j'aurais pas été dans le même esprit avant l'opération, quoi. Ouais. Et je pense même que les premières semaines post-op auraient été encore plus compliquées à vivre. Oui, parce que finalement, le fait d'avoir fait toute cette période de renforcement, t'as préparé finalement ton opération aussi. Oui, alors voilà, d'un point de vue physique, effectivement, Oui. Ça m'a permis de préparer l'opération et d'être en forme finalement le jour de l'opération, et aussi, je pense, de bien vivre le post-op sur les 2 premières semaines qui sont vraiment très compliquées. Mais aussi, donc, d'un point de vue mental, avec ce voyage qui m'a vraiment permis de vivre comme si j'avais rien eu, parce que c'est véritablement ce qui s'est passé, en fait. Sur un mois de trek, on a marché 22 jours d'affilée, et on a gravi des cols à plus de 5000. J'ai pu faire un sommet à 6000, et finalement, c'est comme s'il n'y avait pas de rupture du LCA, quoi. Donc, oui, c'était... En fait, je pense aussi que... je vais pas dire que j'ai occulté cette blessure pendant le voyage, parce qu'elle était là, et en fait, le genou, je l'ai quand même senti à 2-3 reprises quand le pied glissait sur un rocher, mais sinon, il n'y a pas eu de douleur, il n'y a pas eu de gêne véritablement. Et les semaines d'entraînement qui ont précédé ce voyage au Népal, donc avec du ski de rando que j'ai pu refaire, le suivi kiné, le renforcement musculaire que je faisais parfois à la salle de muscu, le vélo aussi, ça m'a permis vraiment de passer outre cette blessure. Est-ce que quand tu étais partie, tu t'étais quand même préparée au fond de toi de te dire j'ai tout fait physiquement pour arriver au Népal en forme, même avec cette rupture-là, mais potentiellement je me lance quand même un défi qui n'est pas petit, de marcher pendant 22 jours consécutifs. Est-ce que tu t'étais préparée au fait que potentiellement, peut-être que ton genou allait t'embêter et que tu allais devoir arrêter, peut-être Pas du tout. Ok, tu es partie vraiment en mode... Je suis partie fleur au fusil, et il n'y a pas un seul moment où je me suis dit que le genou pourrait peut-être m'embêter. Ouais. Mais parce que, ça, je pense que ça fait un peu partie de ma personnalité. Et dans le sport, pour moi, il n'est jamais question d'échec, tu vois. C'est quelque chose sur lequel je m'arrête pas. Dans le sens où je me dis pas que peut-être ça peut échouer, ou peut-être que j'arriverai pas à finir la course. En fait, tout ça, j'en tiens pas du tout compte. Et en fait, à ce moment-là, je me dis pas... en fait, j'essaye pas de le renier, ce truc-là, tu vois. C'est juste que... en fait, ça fait pas partie de moi, de voir les choses comme ça, et de me dire, potentiellement, ça pourrait pas marcher, potentiellement, ça pourrait pas le faire. Et en fait, je pense que de me concentrer plutôt sur le positif, sur ce qui est possible de faire, sur ce qui va arriver, et sur ce que je vais pouvoir réaliser,
c'est une façon pour moi de me tirer vers le haut, tu vois, Ouais. et d'aller encore plus loin à chaque fois. Trop bien. C'est une chouette façon d'envisager les choses parce que finalement, avec du recul, ce voyage au Népal, il pouvait pas mieux tomber. Non, c'est clair. Non, c'est clair. À croire que j'étais destinée à ça, quoi. Enfin, tu vois, c'est quand même drôle. 2 jours avant la rupture, je prends un billet sur un coup de tête et à ce moment-là, j'ai pas, il n'y a pas un seul moment où je me dis, là, je peux me faire une rupture des croisés, quoi. Parce que, en fait, pour moi, cette blessure, elle était pas imaginable. Dans mon esprit, c'était pas, comme si ça allait jamais m'arriver, Ouais. quoi. Et en fait, on se rend compte qu'on n'est pas si invincible qu'on pense. J'ai aucune idée du pourcentage de rupture suite à la pratique du ski, mais ça serait justement intéressant. J'essaierai de chercher pour voir si je trouve ce genre de données, mais effectivement... Non, je pense qu'il est assez conséquent. Ouais. C'est une blessure qui arrive très fréquemment chez les skieurs, amateurs ou professionnels. Ouais. Ouais. Tu me disais tout à l'heure, vraiment au moment de la blessure, tu me parles vraiment au moment où tu chutes, où tu es par terre, du coup. Tu m'as dit la première émotion, c'est le déni. Est-ce qu'il y a eu autre chose à ce moment-là, vraiment au moment où tu es au sol et que tu comprends que, parce que comme tu le dis, en étant ostéo, tu as de suite compris ce qui était en train de se jouer. Est-ce qu'il y a eu autre chose avec le déni ou pas? De la colère. Ouais. De la colère parce que comme je te l'ai dit, il n'y a pas un seul moment où je me suis dit que ça pouvait m'arriver. Et donc, en fait, de la colère parce que j'ai été trop confiante à ce moment-là, tu vois. Donc de la colère contre moi-même, finalement. Ouais. Aussi par rapport aux objectifs que j'avais prévus et également par rapport à ce voyage, en fait. Ouais. À ce moment-là, quand tu dis de la colère contre moi, mais de la colère aussi par rapport à mes objectifs, c'est toujours de la colère à ce moment-là, quand tu penses à tes objectifs? Je pense que il y a une sorte de tristesse parce que je sais que... Enfin là, c'était vraiment le big objectif de mon année et je sais qu'il ne sera pas réalisable. Donc, de la tristesse de me dire que, en fait, là, cette course, il va falloir que je tire un trait dessus pour cette année. Parce que je pense que j'y reviendrai quand même. Ouais. Et concernant, donc, du coup, colère contre toi, une forme de tristesse parce que tu dis au revoir à cet objectif d'ultra, en tout cas pour cette année, comme tu le dis. Et concernant le voyage, c'est quoi? C'est de la tristesse aussi? Tu parlais de colère, mais quand tu penses au voyage, justement, c'est quoi qui te... Je pense que je suis inquiète, surtout par rapport au voyage. Parce qu'en fait, j'ai pas pris d'assurance annulation. Ok. Ouais, c'est vraiment en termes de logistique. J'ai pas pris d'assurance annulation parce que, oui, je me suis pas dit, merde. En fait, là, dans 2 jours, je me fais une rupture du croisé. Et là, je savais que le voyage, c'était dans 2 mois. On arrivait quasiment sur la fin de la saison. Je voyais pas... je voyais pas de blessure à l'horizon. Et donc, oui, là aussi, j'ai fait un peu preuve de trop de confiance, quoi. Donc, de l'inquiétude parce que est-ce que je vais pouvoir partir? Est-ce que je vais pouvoir faire ce que j'ai envie de faire? Donc voilà, finalement, ça, c'était mon objectif du moment. Parce que je voulais pas échapper à ce voyage. Je voulais pas m'empêcher de ne pas pouvoir vivre là, ce truc-là. Donc, j'ai vraiment tout mis en œuvre pour pouvoir y aller et pour m'éclater surtout à l'instant T. Est-ce que tu penses finalement que
l'objectif que tu avais fondé et finalement toute cette concentration que tu mettais pour ton objectif de l'ultra trail. Est-ce que maintenant, avec du recul, on pourrait peut-être se dire que tu l'as reporté finalement sur le voyage au Népal où c'est devenu ton objectif et il fallait finalement, alors via l'annulation, hein, mais du coup de se dire en fait je me crée les conditions physiques là pour être bien et pouvoir vivre ce moment-là, quoi. Complètement. En fait, j'ai exactement vu ça de cette façon-là. À l'instant même où je me suis fait les croisés, je savais que la TDS, ça allait pas pouvoir être possible en fait pour cette année. Oui. Donc à ce moment-là, je me suis dit finalement à quoi je me raccroche, à quoi je peux, comment je peux faire basculer tout cet esprit dans lequel j'ai été rentrée, tu vois, de prépa pour la TDS, là, de ce gros objectif, à quoi je peux me raccrocher. Oui. Et le seul truc à ce moment-là, c'est ce voyage au Népal. Oui. Donc, effectivement, on n'est pas sur la même préparation, on n'est pas sur le même objectif, hein, parce que c'est totalement différent. Mais il y a quand même cette dimension sportive dans laquelle je vais quand même pouvoir me retrouver et m'épanouir parce que de faire un trek sur 22 jours, il faut quand même avoir la caisse, il faut bien se préparer, il faut être préparé déjà à pouvoir marcher pendant des journées entières, il faut être préparé au dénivelé, au changement climatique, à l'altitude. Enfin, tu vois, donc il y avait quand même pas mal de choses finalement dans la gestion du voyage, mais surtout du trek en lui-même, auquel je pouvais me raccrocher. Parce qu'en fait, le trail, moi, ce qui me plaît, c'est aussi toute la préparation qu'il y a à côté. Donc oui, effectivement, il faut se préparer à faire de la longue distance, il faut se préparer à passer des heures sur les sentiers, il faut se préparer à être alerte pendant toute la durée de la course. Il faut il faut pas penser aux blessures, mais il faut penser quand même que sur des trails, ultra trails, effectivement, la blessure est quand même on est plus exposé à la blessure. C'est l'anticiper. Il y a aussi finalement, c'est anticiper une potentielle blessure et du coup te préparer en amont pour justement les éviter. Ouais, voilà. Et puis après, il y a aussi tout le côté nutrition, le sommeil, toute la récupération qui rentre en jeu dans toute cette préparation. Et donc, en fait, le Népal, ça a été une autre préparation, mais tout aussi passionnante. Ouais. Parce que, moi, ce qui me plaît, c'est pas de voir que la dimension sportive, c'est aussi tout ce qu'il y a à côté. Et le défi, je vais le chercher dans le sport, mais aussi dans tous les aspects qui gravitent autour. Ok. Ça, tu l'as... Alors, tu as répondu dès le départ, justement. Mais on va reprendre un peu une autre dimension à laquelle tu n'as pas répondu. Tu me disais que tu avais traversé à la fois... tu étais passé par le déni, par la frustration. Là, on a vu de façon plus précise sur un temps court qu'il y a eu à la fois de la colère, de la tristesse, de l'inquiétude. Est-ce qu'à un moment donné, il y a pu avoir du découragement et de façon plus globale, toutes ces émotions-là qu'on a citées, comment tu les as gérées? Est-ce qu'il y a des choses que tu as mis en place pour... mieux vivre ça, ou le simple fait finalement de mettre toute ton attention sur cet objectif du Népal a suffi un petit peu à faire disparaître ces émotions désagréables? Alors, pour reprendre le terme que tu as utilisé, du découragement, il y en a eu en post-op. Ok. 2 mois après l'opération, donc le mois d'août. Le mois d'août, il a vraiment été compliqué à gérer, d'un point de vue mental, mais aussi physique. 2 premières semaines, elles ont été assez... ça a été assez cool, bien que assez difficile d'un point de vue gestion de la douleur. Mais à ce moment-là, tu vois, j'étais encore dans l'euphorie du Népal, de ce que j'avais vécu là-bas, de tout ce que j'avais accompli.
Et en fait, voilà, 2 mois après, au mois d'août, ce truc-là, il disparaît finalement petit à petit. Et là, je rentre dans une période cruciale où j'ai quand même, à ce moment-là, j'ai déjà bien récupéré de l'opération, mais il y a aussi, je vois aussi tout ce qui reste à faire avant de pouvoir revenir à un niveau acceptable. Et donc oui, à ce moment-là, il y a du découragement parce que ça va pas assez vite. Ok. Alors que je suis déjà un peu en avance sur le protocole, ça va encore pas assez vite. Mais tu vois, là encore, c'est parce que je veux toujours mettre la charrue avant les bœufs et voilà, au lieu de prendre du recul et d'analyser la situation, d'analyser tout ce qui a déjà été, le chemin qui a déjà été parcouru jusque-là. Donc oui, le mois d'août, il a été très compliqué pour ça, mais finalement, il m'a aussi appris justement à faire preuve de patience encore plus. Ça m'a appris à ralentir un peu, à me poser vraiment et à accepter ce processus qui allait être long. Et je le sais en fait, je le sais que ça va être long. T'es à 5 mois là ? 5 mois, 6 mois ? T'arrives à ton Là, 6e mois ? Là, on est le 22, je suis à 4 mois et 10 jours. Ok, d'accord. 4 mois et 10 jours. Et ouais, voilà. Donc, mois d'août très compliqué. Et puis en fait, après, comme je t'ai dit, j'ai réussi à faire preuve d'un peu plus de patience, à prendre ce recul nécessaire pour me dire en fait, c'est bon, là lâche un peu parce que de toute façon, on peut pas faire plus vite. Ouais. Je suis déjà en avance. Je peux pas accélérer. Je peux pas non plus trop accélérer. Ouais. J'ai pas envie de me répéter le genou l'hiver prochain. Là, mon objectif, en fait, je me suis aussi mis des petits objectifs post-mois d'août qui m'ont permis d'avoir une vision un peu plus positive de la rééducation et des mois qui allaient suivre. Quand tu dis petit objectif, ça peut être quoi par exemple ? Ça peut être par exemple, donc pendant le mois d'août, tu vois, avec le kiné, on avait attaqué les squats. Enfin, en fait, quand je suis allée chez le kiné, parce que en fait, entre-temps, j'ai changé de kiné, parce que je faisais un remplat à Montpellier, donc j'avais un kiné là-bas. Et quand je suis allée le voir, au début, on était sur... on travaillait la flexion, extension du genou, enfin surtout extension. Et peut-être, tu vois, 2 semaines après, je commençais déjà à faire des squats. Oui. Donc, tu vois, c'était ce genre de petit objectif. C'était, pendant ma rééducation, qu'est-ce que je peux faire qui va me faire sentir que je progresse, en fait. Oui, ok. Et voilà, donc petits exercices comme ça qu'il a intégrés petit à petit et qui, pour moi, étaient des objectifs parce que, en fait, à ce moment-là, on doit tout réapprendre. Les squats, effectivement, je savais en faire, il n'y avait pas de souci. Mais là, à ce moment-là, il faut tout reprendre du début. Donc ça aussi, c'est chouette parce que ça amène une autre vision de la progression, tu vois. Jusqu'à maintenant, j'étais sur des plus gros objectifs propres à mon sport. Et puis là, on revient à la base, quoi. Et c'est super intéressant parce que, comme tu dis, effectivement, de façon globale sur ta blessure en général, ce qui t'a permis de garder le moral, c'est vraiment à chaque fois d'avoir des objectifs, quoi. Et de mettre ton attention sur un objectif. Et exactement. Finalement, peu importe l'objectif, qu'il soit de l'ordre de arriver à faire un squat ou justement préparer mes 22 jours de marche. Alors tout à l'heure, tu as dit que c'était pas du déni, mais je vais te reposer la question différemment. D'avoir peut-être vécu ta blessure 2 fois.
Dans le sens où tu chutes, tu te rends compte que très certainement tu t'es fait le ligament croisé, mais de suite tu amènes ton attention sur le voyage. Et donc du coup, ça te permet finalement de peut-être penser à d'autres choses. Et quand tu reviens du voyage, tu dis j'ai l'euphorie à un moment donné, elle s'estompe, et du coup ça a été le coup dur. Ça a été difficile à nouveau de me remettre dans cette démarche-là. Tu as ressenti à nouveau finalement peut-être des émotions que tu avais déjà ressenties au tout début, et tu les as revécues là. Est-ce que du coup, moi, ça me donne la sensation comme si tu avais vécu 2 fois ta blessure? Est-ce que c'est le cas? Oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais voilà, en fait, je l'ai vécu 2 fois, mais différemment. Ouais. Et la première, je pense qu'elle m'a aidée à me préparer à ce qui pour moi allait être le plus dur, le post-op. Ok. Post-rupture du LCA, je l'ai, je pense, mieux vécu que post-opération. Ouais, c'est certain. Parce que là encore, voilà, j'avais un objectif à court terme, le Népal. Et donc, je savais qu'il fallait que les choses... fallait garder un rythme, en fait. Donc, et ce rythme-là, j'étais déjà dedans parce que j'avais passé l'hiver, en fait, à maintenir ce truc-là. Après la rupture, je me suis arrêtée véritablement 2 jours. Il y a les 2 premiers jours où j'étais pas bien. Et en fait, après, j'ai relancé la machine et je me suis pas laissé le temps de m'apitoyer sur ma blessure, de penser que ça allait m'handicaper au quotidien et m'empêcher de réaliser des choses surtout. Quel est l'élément finalement qui te fait dire que tu l'as moins bien vécu? Le manque de défi. Ouais. Le manque de... Ouais, parce qu'en fait, à ce moment-là, je sais pas combien de temps ça va durer. Je sais quand même que ça peut durer entre 8 et 10, 12 mois. Donc moi, à ce moment-là, je me dis, en fait, dans 8 mois, je reprends le ski. Tout ce que je veux, c'est pouvoir reskier l'hiver prochain. Donc 8 mois post-op, ça tombera en février. Et à ce moment-là, c'est la seule chose à laquelle je pense. Parce que depuis 25 ans, j'ai pas passé un hiver sans skier. Donc là, je me dis, je peux pas, avec cette rupture du LCA, je peux pas ne pas skier cet hiver, c'est pas possible. Okay. Donc voilà, et en fait, je me rends compte assez rapidement qu'il y a quand même des objectifs qui vont arriver petit à petit, mais ça, je ne sais pas encore. Je reprends le vélo déjà, je reprends aussi la course à pied petit à petit. En fait, tout ça, c'est des choses qui me comblent comme jamais parce que je reviens dans ce que je connais. Et à ce moment-là, j'ai encore une vision différente du sport et de ce que ça m'apporte. Parce que cette blessure, comme je t'ai dit, elle m'a permis de prendre du recul sur ma pratique sportive, sur comment je considère la performance. Et je suis plus dans cette dynamique de surentraînement, tu vois. Parce qu'il y a la blessure qui me fait ralentir, en fait. C'est ça aussi. Ok. Donc, on y reviendra après sur justement les bénéfices, finalement, à la blessure, parce que là, tu es en train de montrer qu'il y en a, en tout cas qu'on peut en trouver. Il y a l'accident, et ensuite, post-opération, tu as parlé beaucoup émotionnellement de ton état d'esprit et de pourquoi ça a été plus difficile après l'opération, parce que justement, t'avais plus de stimulation en termes de défis. Est-ce que finalement, le fait de voir que physiquement, t'es amoindri, au début, tu sors de ton opération, tu te retrouves avec une attelle, tu marches, mais t'oses pas trop marcher parce que t'as peur de, si tu poses le pied, que ça recasse direct. Est-ce que finalement, c'est pas justement l'aspect physique de la blessure, le fait de te rendre compte que physiquement, là, tu pouvais être amoindri? Est-ce que c'est pas ça qui justement t'a fait prendre conscience que ça allait être compliqué? Oui.
Oui, oui. Oui, oui, tu as totalement raison. Après, ce truc-là, je m'y étais quand même préparée. Et ben, tu vois, tout ce que j'ai pu faire cet hiver, et puis après, voilà, le trek, tout ça, ça a participé au renforcement Oui. musculaire et ça m'a permis d'être dans un état à peu près potable en post-op. Oui. En fait, justement, je voulais amoindrir là, cette Mm. sensation d'être complètement, je sais pas quel terme on pourrait utiliser, mais Bon, avec des capacités physiques en moins. ouais, Mm. voilà. Oui, donc tu avais Euh, anticipé finalement, d'une certaine manière, tu avais J'avais anticipé. anticipé, mais là encore, on ne sait pas comment le corps va réagir. Mm. Et finalement, oui, ce sentiment-là, je l'ai quand même eu sur les premières semaines parce que, comme tu l'as dit, à ce moment-là, on peut pas vraiment. Enfin, on pose le pied, mais Oui. on a mal. On voit le quadriceps qui s'atrophie Oui. petit à petit. Et puis, ben oui, en fait, on n'a plus conscience de à quel point les genoux sont hyper importants. Mm. Et enfin, disons que oui, si là, du coup, Oui. on se rend compte que bah, sans un genou, on fait rien, quoi. Et puis, ça nous ralentit surtout. Pendant toute cette période, est-ce que tu as eu recours à des outils ou à des techniques spécifiques de préparation mentale? Et en tout cas, pour rester mobilisé pendant toute ta période de convalescence, de rééducation. Déjà, la visualisation. Ouais. Ça, je pense que c'est l'outil qui me sert le plus, là, que ce soit à post-rupture ou post-opération ou même dans ma vie en général. Je pense que la visualisation, c'est quelque chose à laquelle j'ai accès assez facilement, on va dire. Parce que, comme je t'ai dit, voilà, je me fixe des objectifs, je laisse pas la place à l'échec. Donc oui, pour moi, tout ça, ça rentre dans une sorte de visualisation. En fait, la visualisation, je m'en suis aussi servie après le mois d'août, qui a été vraiment compliqué, et de me dire de quel outil je peux me servir, avec quel outil je suis à l'aise pour pouvoir passer au-dessus de ça, en fait, et essayer de rebondir du mieux possible pour aller vers l'avant, quoi. Qu'est-ce que tu visualisais? Quel type de visualisation tu faisais? Est-ce que c'était à des moments clés? Est-ce que c'était devenu un peu routinier? Ou c'était tu faisais ça quotidiennement? C'était plus ou moins toujours au même moment? Non, non, c'était pas au même moment, c'était quand je me posais en fait et que je réfléchissais un peu à la blessure. Donc après, il faut aussi éviter tu vois, vraiment essayer de faire la différence entre rumination et visualisation parce que je pense que l'un peut impacter l'autre. Mais voilà, quand je repensais un peu à la blessure, donc pour éviter de justement trop ruminer, je me disais sur quoi je peux me focus pour me sortir de là et pour avancer. Donc c'était plus en termes d'objectifs, de visualiser sur la projection d'objectifs et du coup de te revoir en réussite, quoi, avec toutes tes capacités c'est physiques. Ça. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce qu'à ce moment-là, bah oui, comme on en parlait au début, on a peur de pas pouvoir revenir. Enfin, en fait, on se demande si on va pouvoir récupérer notre niveau d'avant, si on va pouvoir continuer à faire des choses qu'on était capable de faire avant. Et au-delà de l'outil du coup de visualisation, est-ce que tu as bénéficié d'un soutien extérieur, que ce soit un préparateur mental, un psychologue, sophrologue ou autre? Pas du tout. Ouais, je pense que ça m'aurait permis de développer encore plus certains aspects. Justement, c'était la question. Sinon, d'après toi, en quoi ça aurait pu être bénéfique? Tu dis ça m'aurait permis de développer quels aspects, mais est-ce qu'il y a des choses qui te viennent en tête justement? Le côté patience, tu vois. Voilà, patience,
Même si j'ai dû le faire toute seule, finalement, je pense que j'aurais pu le faire mieux et plus tôt après l'opération. Après, pour tout ce qui est la résilience, apprendre à maîtriser ce qu'on peut maîtriser à l'instant T. Et surtout, la gestion du stress aussi, parce que c'est un aspect à considérer là en post-op. Et aussi, je pense que ça aurait pu m'aider à ne pas craindre une nouvelle blessure. Ouais. Aujourd'hui, je pense que la plus grande peur que j'ai, c'est celle-ci. Et je pense aussi que ça pourrait m'aider à redéfinir mes objectifs et à maintenir une motivation constante. Ouais. T'as tout dit, il te manque une chose, ça peut aider aussi à la gestion de la douleur, justement. Ah oui. Et arriver du coup à mieux appréhender. Voilà. Et effectivement, du coup, par rapport à ta peur aussi, à mieux anticiper, à mieux préparer le retour finalement. Concrètement, quelles sont les actions ou les habitudes que tu as mises en place pour rebondir après ta blessure et retrouver ton niveau de performance et voire même peut-être l'améliorer? Continuer de bouger. Ok. Ça, c'est vraiment pour moi la chose la plus importante. Ouais. Essayer du mieux que je peux de ne pas laisser la place à la rumination et à la culpabilisation en fait. De me dire, remettre cette blessure en question. Donc, pourquoi c'est arrivé? De me culpabiliser, de ne pas avoir été assez... de pas avoir été assez alerte, tu vois, sur le moment. Voilà, ça. Et puis sinon, le renforcement musculaire qui m'aide beaucoup là dans l'avancée de la blessure. Et puis après, de refaire toutes les activités auxquelles je suis habituée, du vélo, un peu de course à pied, de prendre le temps. Ouais. Et juste quand tu disais faire en sorte justement de ne pas ruminer ou de ne pas me culpabiliser, si tu devais nous donner justement un exemple concret de ce que tu as mis en place pour éviter la rumination. Eh bien, les exercices de visualisation, ça m'a beaucoup aidé. Okay. Après, par rapport à ça aussi, donc comme je t'ai dit, prendre le temps, des exercices de respiration aussi. Et puis aussi, une chose que j'avais faite, c'est que j'ai tenu un petit journal de bord, un petit carnet, sur lequel je notais mes émotions du moment et les progrès que j'avais déjà réalisés. Super. Et en fait, ça, parfois, je le feuilletais un peu. Bon, on se rend compte que à J+5, J+7, que j'étais capable de faire des choses que j'aurais pas pensé être capable de faire à ce moment-là. D'où l'importance effectivement de garder une trace de sa progression pour que dans les moments de down, tu puisses justement ouvrir ce cahier. Ouais, c'est trop important. Ouais, ça c'est trop important. Justement, quels conseils pratiques tu pourrais donner à des sportifs qui actuellement traversent aussi une blessure importante? De pas s'en faire. Ouais. Qu'on reviendra encore plus fort. Et que les blessures, elles sont aussi là pour nous apprendre des choses, même si elles sont compliquées à gérer pour nous. Ça nous permet de développer des compétences qu'on n'aurait peut-être pas, sur lesquelles on se serait peut-être pas arrêté s'il n'y avait pas eu la blessure en fait. Oui. La résilience, la patience, la gestion du stress, c'est des choses qu'on ne prend pas forcément le temps de faire en temps normal. Parce qu'on est dans une routine, que ce soit sur le plan sportif, sur le travail, qui ne laisse pas la place en fait, à ce genre de choses. Mais voilà, la blessure, elle nous permet de vraiment de ralentir et de se dire, maintenant, comment on gère les choses? Donc, on essaye de se focus sur ce qui est contrôlable en fait, de concentrer toute notre énergie là-dessus. Donc, ça va être la récupération, le sommeil, la nutrition. Et encore mieux que ça, on va être capable d'encore plus parce qu'on sera encore plus fort, parce qu'il y aura eu des exercices parce qu'on aura eu un suivi
optimale de la part des professionnels qui nous auront accompagnés, professionnels de santé. Mais aussi parce que nous, ça nous aura permis de développer des compétences mentales généralement. Cette blessure, elle m'a vraiment permis de me questionner la relation que je pouvais avoir avec le sport et le côté performance. En fait, pourquoi je me lance tous ces défis, qu'est-ce que je recherche. En course à pied, on appelle ça le why. C'est quoi mon why? Ouais, mais je te rassure, c'est pas qu'en course à pied. C'est pas qu'en course à pied. Bon, c'est en général parce que tu pourrais finalement te questionner aussi sur ta pratique en tant qu'ostéo. Surtout. Oui, totalement. Mais voilà, pourquoi je suis à la recherche de ces choses-là, sur quoi je peux travailler. Et en fait, cette blessure, elle m'a permis de souffle un peu, relâche et analyse les choses là. Justement, tu as le temps, donc prends le temps d'analyser tout ça. Ça pourrait être finalement un autre conseil que tu pourrais donner aux sportifs de se questionner sur le pourquoi de se fixer. Pour nous, de se fixer des objectifs aussi, parfois aussi gros qu'ils puissent paraître. J'ai jamais vraiment eu confiance en moi et le sport, ça me permet justement de développer cette confiance. C'est vraiment le domaine dans lequel je me sens véritablement moi-même. Il n'y a pas la place au mensonge, il n'y a pas la place au... Tu vois, en fait, quand on fait du sport, on ne peut pas mettre de masque. Je pense que je fais tout ça pour me prouver à moi-même que je suis capable de grandes choses. Et puis aussi pour me trouver, en fait. Pour me trouver moi-même. Voilà. C'est un très joli pourquoi, un très joli why. Merci de nous l'avoir confié. Avec plaisir. Merci aussi de t'être prêté au jeu de toutes ces questions. Je t'avais dit une 12aine de questions. Je t'avoue que j'en ai introduit bien plus en répondant du coup à ce que tu disais, parce que c'était un échange super riche. Et, c'était top. Donc merci pour ce moment.